Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo relative à la deuxième partie du cours sur le signal. Alors on va commencer par la représentation des signaux, la représentation temporelle, la première représentation, ou bien le premier type de représentation. La représentation temporelle est la représentation d'une grandeur ou d'une information dépendant d'un paramètre qui est le temps, c'est-à-dire c'est le paramètre variable. On a l'habitude d'observer, de décrire dans la vie courante les grandeurs physiques dans le domaine temporel. On parle de valeurs instantanées, par exemple, l'évolution des températures en fonction du temps, d'une vitesse, d'une pression, d'un débit, etc. Donc nous avons une amplitude, la variable et l'évolution du signal. Exemple de signaux. Alors le signal le plus connu, c'est le signal constant. Voilà, il est caractérisé par son amplitude S0, mais il ne varie pas du tout, autrement dit, il est indépendant du temps. Ensuite, vous avez la fonction sinusoïdale, que vous connaissez déjà, c'est-à-dire une sinusoïde caractérisée par sa fréquence et son amplitude, son max, son min. Et puis, vous avez un signal quelconque. Voilà, tel qu'il est là. Mais, une fois terminé ce cours-là, vous aurez l'aptitude d'observer les signaux et d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe de point de vue fréquentiel. Par exemple, là, nous avons, c'est un signal quelconque, mais ceci n'empêche pas que j'ai une variation relativement lente. La même chose ici et là. Puis, par exemple, là, c'est une variation un peu plus rapide et la même chose là. Ce sont ce type de variations peu lentes, rapides, moins rapides, très rapides qui vont générer, qui vont donner naissance à des composantes spectrales dans le domaine fréquence. On sait bien que le signal constant dans le domaine spectral, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a une raie centrée sur 0, c'est la composante continue. Ensuite, on a le signal périodique. Voilà un signal périodique, voilà le motif de la période qui se répète en fonction du temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Vous avez ici, on a un point quelconque, c'est la valeur instantanée. Vous avez la période. Et qu'est-ce qu'on peut observer de plus? Ben, le ST max, le ST min. Alors, signaux particuliers. Eh ben, les fonctions bien connues, telles que la fonction sin. La fonction sin, c'est quoi? Voilà. Elle est définie... Eh bien, pour les gens qui simplifient le problème, ils la définissent comme étant S de t est égal à moins 1 si t est inférieur à 0, S de t, sin de t est égal à 1 si t est supérieur ou égal à 0, tout simplement. Mais pour être plus précis, eh bien voilà, la fonction sin est égale à moins 1. Moins 1 là, lorsque t est inférieur à 0, il est égal à 1 lorsque t est supérieur à 0, et il reste entre les deux, c'est-à-dire t égale 0, ben c'est ce point-là. Donc, le dessin le plus utilisé, mais disons que c'est une utilisation abusive, c'est celui-là. Parce que, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a t égale, à t égale 0, on a ici moins 1, on a 0, et on a plus 1. Alors que, d'après ce qu'on a vu là, ça veut dire que le graphe précis doit correspondre à ce schéma-là. Ça veut dire, moins 1, c'est lorsque t est égal à 0 moins. Sin de t est égal à plus 1 lorsque t est égal à 0 plus. Et là, c'est t est égal à 0. Alors, c'est la même chose ici. Cette représentation, elle est la même que celle-là. Et il signifie que lorsque t égale 0, et sin de t est égal à 0. Ces points-là, ils sont exclus. Ça veut dire autrement, eh bien, si t est supérieur à 0, eh bien, c'est plus 1, et là, inférieur, c'est moins 1. Donc, cette valeur-là sont exclues. Autrement dit, c'est comme ici et là. Ça commence à 0 plus, et là, c'est à 0 moins, et là, c'est 0. Alors, l'échelon unité, ou bien ce qu'on appelle aussi l'échelon diviside, c'est la même chose. Les gens, la plupart des gens, ils le définissent comme étant U de t est égal à 0 si t est inférieur à 0, U de t est égal à 1
si t est supérieur à 0, supérieur ou égal, tout simplement. Mais pour être plus précis, voilà, il faut introduire cette valeur-là, t égale 0. Parce que, tout simplement, quand j'ai juste ça, t inférieur à 0, t supérieur ou égal à 0, ça veut dire que je ne peux pas passer de cette valeur à celle-là en un temps presque nul. Ça veut dire une variation infinie. Alors que, voilà, cette représentation, c'est un graphe plus précis. Lorsque t égale à inférieur à 0, ben, ça fait 0. Lorsque t est égal à 0, voilà, on dit que la courbe, il passe par 1,5. Et lorsque t est supérieur à 0, il est égal à 1. Ça veut dire que j'ai une inclinaison comme celle-là. Ici, moins 1 pour 0 moins. Ici, plus 1 pour 0 plus. Et lorsque t égale 0, ça fait 1,5. La même chose pour ce graphe-là. C'est-à-dire, on considère que là, c'est 0, là, c'est 1,5 et que cette valeur est exclue. U de t est égal à 1 pour t égale 0 plus. Voilà. Alors, maintenant, on va définir un autre type de fonction bien connue. C'est la fonction rampe. Rampe de t qui est notée r de t est égal à at. Voilà. R de t pour a supérieur à 1 égal à 1 et inférieur à 1. Et si on écrit tout simplement R de t est égal à AT, ça peut supposer que la rampe elle est définie dans le champ négatif et dans le champ positif de t. Mais lorsque, pour limiter, c'est-à-dire lorsque le signal est causal, qui n'existe qu'à partir de t supérieur ou égal à 0, eh bien, on va noter rampe de t est égal à AT si t est supérieur à 0. Et rampe de t est égal à 0 si t est inférieur à 0. Autrement dit, une écriture plus simplifiée, on note R de t est égal à A fois t U de t. Ça veut dire que même si votre rampe, s'il était comme ça là, eh bien, comme c'est multiplié par l'échelon unité, il est égal à 1 dans le champ positif et est égal à 0 dans la partie négative. Alors maintenant, on arrive à l'impulsion rectangulaire. Voilà. On aurait dû l'appeler tout simplement un signal rectangle, mais ici, on insiste sur le mot impulsion. Pourquoi? Eh bien, s'il y a impulsion, ça veut dire que la surface de ce signal doit être égale à 1. Et c'est pour cela qu'on définit son amplitude comme étant A, et sa largeur, là, c'est 1 sur 2A, plus 1 sur 2A, autrement dit, ça fait 1 sur A, donc cette largeur-là, c'est 1 sur A, que multiplié par A, et bien, est égal à 1. Donc, l'impulsion rectangulaire, elle est définie par A, si t est compris entre ce point-là et ce point-là, et 0 autrement. Alors, maintenant, l'impulsion de Dirac. C'est ce qu'on appelle la fonction ou le delta de Dirac. Sur le plan théorique, il est défini de la manière suivante. Delta de t est égal à 0 en dehors de t égale à 0. Ça veut dire lorsque t est différent de 0. Et il est infini lorsque t est égal à 0. Ça veut dire qu'il est infiniment bref, et il a une amplitude infinie. Et tout ça là est défini avec la condition suivante: l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de delta t dt est égal à 1. Autrement dit, l'aire de l'impulsion est égal à 1. C'est pour ça, dans la partie qui est juste avant, eh bien, on a une impulsion approximative, mais on exige que la surface est égale à 1. Parce que par définition, une impulsion, c'est quelque chose de très très bref. Alors, l'impulsion, voilà. Maintenant, eh bien, quand on travaille sur les impulsions, on note de manière simple delta de t est égal à 1 pour t égale 0 et est égal à 0 pour t différent de 0 avec cette représentation-là. Si maintenant on prend le cas par exemple d'une impulsion qui a une amplitude de 5 et qui est décalée de 1, retardée de 1, ça veut dire il est noté 5, comme ici c'est 1, là c'est 5, mais comme il n'est pas centré sur 0, donc c'est 5 delta de t moins 1, pour signifier qu'il est moins 1, qu'il est retardé de 1. Par exemple, ici, c'est moins 10 delta de t moins 2. Ça veut dire que c'est une impulsion négative d'amplitude moins 10,
mais qui est retardée dans le temps de 2. Maintenant, la peine de Dirac. Ben, la peine de Dirac, ça veut dire que c'est une suite d'impulsions qui ont la même amplitude, séparées par la même distance qui était. Donc, par exemple, la première impulsion, voilà l'expression de cette fonction, cette peine de Dirac. Voilà, on l'appelle des fois chat, la fonction chat. Donc, c'est la somme de... Et bien, si n égale 0, ça veut dire c'est delta de t. Ça veut dire, voilà, la première impulsion. Plus, lorsque n égale à 1, ça veut dire c'est delta de t moins t. C'est celle-là, plus celle-là, etc. En faisant varier en n de manière négative positive, voilà, j'aurais additionné toutes les impulsions. Donc, c'est ce qu'on appelle la peine de Dirac. Maintenant, la fonction rectangle. Ben, la fonction rectangle, voilà le dessin. Et bien, il est défini de la manière suivante. Rectangle de t est égal à a. Voilà. Donc, cette fois, voilà, c'est comme avant, mais on ne parle pas d'impulsion. Donc, puisqu'on ne parle pas d'impulsion, ça veut dire qu'on n'a pas l'exigence que la surface soit égale à 1. Alors, rectangle est égal à a pour t inférieur à t sur 2. Module de t est égal à 0 pour module de t supérieur à 2. Ça veut dire entre là et là est égal à a, et en dehors, il est égal à 0. Alors, tout ça, pour simplifier la notation, on écrit la chose suivante. S de t est égal à rectangle, rect de t sur grand T. Ça, c'était la variable temporelle, et ça, c'est la largeur de l'impulsion, là. Voilà. Mais en réalité, c'est, de manière générale, voilà l'écriture de cette fonction rectangle. C'est A rect de t moins tau sur t. Tau, ça veut dire c'est le décalage par rapport au centre de la fonction. Voilà. Et ici, c'est la largeur. Alors, si je prends ce cas-là, par exemple ici, mon signal, il n'est pas décalé, il est centré. Autrement dit, le taux est égal à 0. Et c'est ça qui donne S de t rect de t sur grand T. Donc, voilà, signal centré, signal retardé. Alors maintenant, la fonction triangle. Ben, la fonction triangle qui a cette forme-là, comment on peut la définir? Eh bien, on l'appelle tri de t. La fonction triangle, tri de t est égal à, si t est compris entre moins t sur 2 et 0, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là, eh bien, tri de t est égal à 1 plus t. Ça veut dire cette droite-là. C'est une pente positive. 1 plus t. Maintenant, si t compris entre 0 et t sur 2, là, c'est une pente négative. Ça veut dire c'est 1 moins t. Et si t est égal à 0, voilà. Donc, module S de t est égal à tri de t est égal à 1 est égal à 0 si module de t est supérieur à t sur 2. Ça veut dire que la fonction est nulle en dehors de cet intervalle-là. C'est-à-dire elle est nulle là et elle est nulle là. On peut noter, utiliser la notation suivante. Tri de t est égal à 1 moins module de t si t, module de t est inférieur à t sur 2. Et tri de t est égal à 0 si module de t est supérieur à t sur 2. Voilà. Alors, la même chose, on peut utiliser la notation suivante, c'est-à-dire de manière générale, j'ai la fonction triangle, voilà l'axe, elle est décalée par rapport à l'axe de taux, donc on note S de t est égal à A, tri de t moins taux sur grand T. Donc la variable temporelle t, ça c'est le décalage entre l'axe et le sommet, ou bien le centre de la fonction triangle, et t, c'est la largeur de la fonction. Par exemple, là, si taux est égal à 0, ça veut dire que la fonction n'est pas décalée, n'est pas retardée, il se trouve centré. Et bien, ça veut dire S de t est égal à A tri de t sur t. Alors maintenant, eh bien, on a assez parlé de la représentation temporelle. Maintenant, on va introduire la double représentation temporelle fréquentielle. Alors, la représentation temporelle, si je prends ces fonctions-là, j'ai le premier signal S1 d'amplitude 15, j'ai une sinusoïde qui a une certaine fréquence, qui a une amplitude
10, et j'ai une deuxième sinusoïde qui, dont l'amplitude est moitié 5, mais dont la fréquence est double par rapport à celle-là. Voilà. Eh bien, quelle est la représentation de ces signaux dans le domaine spectral? C'est simple. Qu'est-ce que j'ai? J'ai S1 qui est une fonction continue. Ça veut dire fréquence nulle. Donc voilà, c'est le bleu. Elle est là, et il a une amplitude 15. Elle est là. Ensuite, j'ai le signal rouge là, qui est une amplitude 10, et là, une certaine fréquence. Ça veut dire, voilà, il est là, donc d'amplitude 10, eh bien, et il a une fréquence égale à 8 Hz. Là. Et comme la sinusoïde verte, il a une amplitude moitié par rapport à celle-là, et une fréquence double par rapport à celle-là, donc, voilà l'arrêt qui lui correspond, c'est-à-dire, il a amplitude 5, et là, une fréquence 16. Donc, voilà les deux représentations. Quand j'ai ces deux représentations, j'ai toutes les informations nécessaires sur mon signal. Prenons un autre exemple. Voilà une première sinusoïde de 200 Hz, une autre de 400 Hz, une troisième de 600 Hz. Donc la première, elle est notée là, avec son amplitude. La deuxième, elle est là, avec son amplitude. Et puis la troisième, elle est là. Eh bien, si maintenant je fais l'addition des trois sinusoïdes, celle-là, plus celle-là, plus celle-là, eh bien, ça va me donner dans le domaine temporel, j'aurai généré ce signal-là. Voilà, vous voyez. Il est d'ailleurs périodique. Vous voyez. Eh bien, si je calcule, je détermine le spectre de ce signal-là, eh bien, je vais trouver les composantes spectrales qui composent ces composantes-là. Ça veut dire que le spectre de ce signal-là, somme des trois, eh bien, il est là. Eh bien, on va retrouver la première, la deuxième et la troisième. Alors, l'idée révolutionnaire, analyse spectrale, l'idée révolutionnaire de Joseph Fourier est que les fonctions trigonométriques sinus et cosinus permettent de décomposer n'importe quelle fonction. C'est-à-dire, si S de t est périodique, c'est une fonction périodique de période t0, donc S de t, périodique de période t0, la décomposition se fera à l'aide de la série de Fourier. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la série de Fourier permet de calculer les amplitudes SI. Voilà les composantes spectrales. Voilà. Ils sont distancés de la valeur de F0. Voilà. Entre une raie et l'autre, c'est F0. 2 F0, 3 F0, etc. Il y a des fréquences pour lesquelles il y a les raies, il y a d'autres pour lesquelles peut-être il n'y a pas de raies, etc. Donc, mais j'ai des raies bien séparées. J'ai S1, S2, S3, etc. Alors maintenant, supposons que au lieu d'avoir un signal périodique, j'ai un signal continu, une fonction continue, définie par une équation là. Et bien si l'équation du signal S de t est connue, la transformée de Fourier permet de calculer l'équation de la courbe du spectre. Ça veut dire, eh bien, j'ai une fonction continue. Dans ce cas-là, c'est la transformée de Fourier qui me permet de calculer le spectre et je vais obtenir une fonction continue. Voilà. Au lieu de raies, eh bien, j'ai une fonction continue définie par les amplitudes et les valeurs. Maintenant, si on dispose d'un signal échantillonné, c'est-à-dire que je ne dispose que des échantillons. Par exemple, là, j'ai, voilà, dans le domaine temporel, j'ai cette valeur-là, puis S1, S2, S3, etc. Et bien, dans ce cas-là, on a recours à la transformée de Fourier discrète qui va nous déterminer, bien sûr, calculer les S0, les amplitudes des SI. Ça veut dire S0, S1, S2, etc. Et à n points ici, on va obtenir n points du spectre. Discret, bien sûr. Alors, signaux périodiques. Il y a une question qui peut se poser
Et d'ailleurs, je ne sais pas si certains étudiants se la posent. Pourquoi on fait toujours la décomposition en fonction de fonctions sinus et cosinus? Pourquoi on n'utilise pas la décomposition en fonction d'un signal rectangulaire, triangulaire, dent de scie, etc. Eh bien, tout simplement parce que le signal sinusoïdal est une fonction propre, c'est-à-dire une fonction propre f d'un opérateur ou bien s d'un opérateur linéaire. Lorsqu'elle se voit appliquer cet opérateur, on ressort exactement pareil à elle-même. C'est-à-dire, vous lui appliquez un opérateur quelconque, et il va sortir, il est sinusoïde, il va sortir sinusoïde, le changement pourra se manifester au niveau de l'amplitude, amplifié ou bien atténué, mais la forme va être sinusoïdale. Par contre, si vous faites le même travail sur un signal rectangle ou au signal triangulaire rectangulaire, là, vous allez avoir une modification. Vous ne pouvez pas obtenir à la sortie ce signal-là. Donc, celle-là, elle rentre comme, quel que soit l'opérateur, elle rentre en tant que sinusoïde, elle va ressortir en tant que sinusoïde, amplifiée à un coefficient près par rapport à l'entrée. Donc, c'est une fonction propre. C'est pour cela qu'on fait toujours les décompositions en sinus ou en cosinus. Alors, donc, voilà mon signal périodique. On va faire la décomposition en forme trigonométrique réelle. C'est la forme la plus connue. C'est-à-dire, sous certaines conditions de continuité de dérivation, c'est-à-dire on suppose tous les conditions mathématiques nécessaires à l'obtention de la série de Fourier, on suppose que sont réalisées. Donc, tout signal périodique S de t de pulsation oméga, il pourra s'écrire de cette manière-là. S de t est égal à A0, c'est une composante continue, ou bien on verra qu'il correspond à la valeur moyenne, plus un ensemble de termes en cosinus et un autre ensemble de termes en sinus. Les coefficients, ce qu'on appelle de Fourier A0, ou de la série de Fourier A0, AN, BN, sont définis de la manière suivante. A0, voilà, c'est la valeur moyenne. AN, il est défini de cette manière-là, 2 sur T, intégrale de 0 jusqu'à T, de S dt cosinus n oméga T dt. Et BN, ceci pour n supérieur ou égal à 1, bien sûr, pour ces deux. Bn égale à 2 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T, S de T sinus n oméga T. Les nombres AN et Bn sont appelés les coefficients de Fourier. Maintenant, nous avons une deuxième expression de la série de Fourier. C'est-à-dire, essayer tout simplement, au lieu d'exprimer S de t en fonction d'une composante continue, d'une somme de termes en sinus et d'une somme de termes en cosinus, on va ramener tout par rapport au sinus, c'est-à-dire S de t égale à A0, somme de, voilà, l'amplitude de l'arrêt, sinus n oméga t plus phi n. Et ceci en partant de l'égalité suivante, eh bien le AN, nous avions la somme de AN cosinus oméga t plus BN sinus oméga t, eh bien, on aura AN cosinus n oméga t plus BN sinus oméga t, voilà, est égal à ce terme-là. C'est-à-dire sin Sn sinus n oméga t plus phi n. Avec l'amplitude de l'arrêt, c'est racine de AN carré plus BN carré, c'est-à-dire si on a la décomposition en série trigonométrique, et le déphasage de chaque ray, et bien c'est phi n égale arc tangente à n sur bn. Voilà un exemple là. Donc une décomposition là. Ça c'est la composante continue. Là c'est le fondamental. Et les autres, après le fondamental, c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Et là nous avons le déphasage de chaque composante, puisque chaque composante correspond à une fréquence donnée. Et bien là, chaque composante, on a son déphasage là. Voilà, positif, négatif, etc., etc. Alors maintenant, la forme exponentielle complexe. Donc c'est aussi une autre manière de faire la décomposition en série de Fourier. Alors dans ce cas-là, les coefficients de Fourier sont complexes. Et bien tout simplement, en utilisant les formules de l'air, voilà, cosinus, la définition du cosinus, du sinus. À partir de là, eh bien, on montre que tout signal à temps continu, S de t, périodique de période t, peut
également s'écrire sous la forme S de t est une somme de composantes, voilà, Cn exponentielle Jn oméga t. Pour n égale à 1, C1 exponentielle J oméga t, n égale 2, etc. etc. Donc, c'est une forme complexe avec Cn définie comme étant 1 sur t, l'intégrale suivante. N appartient à Z. Et le spectre correspondant, voilà, donc j'ai le C0 qui est une composante continue. Donc ça c'est le C1, le C1, le C2, etc. etc. Donc le fondamental, et puis voilà. Ça c'est la dernière décomposition qu'on va voir. Alors maintenant, on va donner un exemple. Spectre d'un signal périodique de fréquence F0. Par exemple, prenons ce signal rectangulaire là. Donc on voit bien qu'il est, parce qu'il faut faire attention au signal. Est-ce qu'il est pair? Est-ce qu'il est impair? Est-ce qu'il est centré? Est-ce qu'il a une valeur moyenne positive, négative, etc. Donc ici c'est simple, voilà. Ici c'est impair, voilà. Donc ça, et il est centré. S'il est centré, ça veut dire que sa valeur moyenne est égale à 0. Donc le terme A0 est égal à 0. Eh bien, quand on va calculer sa décomposition, c'est-à-dire on va déterminer le spectre, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un fondamental, voilà. Et c'est quoi ce fondamental? Eh bien, cette composante, il correspond à la sinusoïde qui a la même fréquence que le signal lui-même, S de t. Voilà, donc le signal que nous avons à décomposer, il est là. Et bien, la première composante qu'on appelle le fondamental, elle a la même fréquence. Donc vous voyez, il épouse la forme du signal carré. Ensuite, eh bien, par exemple ici, on n'a pas pour 2F0, on a une harmonique qui correspond à 3F0. Si maintenant on ajoute le fondamental, on lui ajoute cette harmonique 3, voilà le résultat. C'est-à-dire, voilà, on obtient cette forme-là. Ça veut dire cette forme-là, c'est le fondamental plus l'harmonique 3. Donc vous voyez, plus on ajoute des composantes spectrales, plus on s'approche de la forme rectangle. Donc vous voyez, là, on s'approche de la forme rectangle. Et puis si on ajoute la cinquième, et voilà, on continue, et plus on continue, plus ça s'affine pour finalement tendre vers le signal initial, c'est-à-dire S de t. Et on va continuer, bien sûr, jusqu'à la fréquence harmonique d'ordre K. Voilà. Et en général, bon, des fois, il faut aller jusqu'à l'infini, mais les amplitudes deviennent tellement faibles qu'à un moment donné, eh bien, on va arrêter la sommation avec l'obtention de ce qu'on appelle un phénomène de gypse, c'est-à-dire que comme des raies qui viennent, c'est-à-dire on obtient cette forme-là avec des pointes comme ça, des traits qui dépassent un petit peu de ce qu'on appelle le phénomène de gypse, mais là, notre objet n'est pas la série de Fourier en elle-même, l'objet c'est l'utilisation de la série de Fourier pour obtenir le spectre d'un signal. Le chapitre relatif à la série de Fourier, ça va être vu ailleurs, mais de manière complète. Alors voilà des exemples de décomposition de série de Fourier. Vous avez le signal rectangulaire, il est là. Périodique, période t, amplitude E. Le calcul nous donne cette équation-là, S de t égale, et puis la représentation de cette équation sous forme spectrale, elle est là. Donc je n'ai pas de composante continue, voilà, et j'ai le fondamental, là, ensuite la 3F, voilà, le fondamental, la 3F, la 5F, etc. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres composantes, mais l'amplitude devient très faible, donc là, juste pour illustrer la décomposition, on a mis ces trois amplitudes. Maintenant, le signal triangulaire, voilà. Donc ici, le signal, il est centré, donc je n'ai pas de composante continue. La même chose, ici le signal est centré, je n'ai pas de composante continue. La décomposition me donne ces valeurs-là, c'est-à-dire, voilà, cette composante, plus celle-là, plus celle-là. Donc voilà,
Vous voyez, entre ça et ça, qu'est-ce qu'on a? Ils se ressemblent un petit peu, mais les amplitudes, la 3F et la 5F, ne sont pas les mêmes. La même chose pour l'amplitude du fondamental. Alors, sinusoïde redressé mono-alternance, donc voilà, la variation. Alors ici, cette forme ne peut pas être centrée. Donc, regardez, voilà l'axe, ça veut dire que je vais avoir une composante continue, elle est là. Et puis, la décomposition, ça me donne cette fonction-là, voilà sa représentation. Alors maintenant, on donne de ci. Ça veut dire, il est centré, donc pas de composante continue, voilà. Voilà la décomposition, ce qu'il nous donne, et puis voilà le spectre. Ben, vous pouvez remarquer, par exemple, là, le spectre de ce signal-là est plus riche que celui de ce signal-là. Il y a beaucoup plus de composantes, et tout ça, il est dû à quoi? Eh bien, il est dû à la chose suivante. Il faut toujours essayer d'observer l'évolution de la courbe. Par exemple, là, regardez, là, c'est la courbe, il fait comme ça, là, c'est une variation lente. Alors, les composantes à haute fréquence sont beaucoup plus données par cette partie-là, parce que on varie, on passe rapidement à ce point-là, puis on repart rapidement là. Donc, ces composantes à haute fréquence, ils viennent beaucoup plus de ces coins-là, tandis que ces variations-là, elles sont lentes, donc ce sont eux qui donnent ces parties-là du spectre. Alors là, regardez là, pourquoi on a le spectre est riche? Parce que j'ai dit, regardez ces variations là, je passe de là à là. Voilà, c'est une variation très très rapide. Là, c'est celle-là qui donne beaucoup plus de fréquences, c'est celle-là qui donne celle-là, plus celle-là, etc., qui donne naissance à ces parties du spectre haute fréquence. Parce que vous devez savoir la chose suivante, c'est que une variation dans une courbe qui varie, il peut varier rapidement, peut varier lentement, etc. Et à chaque type de variation correspond une fréquence. Plus la variation est rapide, plus dans ce signal nous avons des variations rapides, plus on aura la présence de haute fréquence. Et plus la variation est lente, eh bien, ça veut dire qu'on va obtenir plutôt les basses fréquences. Alors maintenant, passage de la série de Fourier à la transformée de Fourier. C'est-à-dire comment on a fait pour passer d'un signal périodique à un signal quelconque. Eh bien, tout signal continu est périodique de période t présente un spectre discret, dont les raies sont espacées par des multiples de f0. Voilà par exemple un signal périodique. Voilà la période, voilà la deuxième, etc. Quand je vais calculer sa série de Fourier, je vais obtenir des raies espacées, voilà, de f0. Lorsque le signal n'est pas périodique, alors voilà, c'est ça l'astuce qui a été faite pour passer de la série de Fourier à la transformée de Fourier. Si le signal n'est pas périodique, on peut supposer qu'il est périodique à l'infini. Et dans ce cas, la période Tp est infinie et donc f de p est égal à 0, spectre continu. C'est-à-dire, j'ai ce signal-là, il n'est pas périodique. Eh bien, je vais considérer qu'il est périodique et que ce t, ce point-là, tend vers l'infini et que de 0 jusqu'à l'infini, c'est une première période. Et puis après, voilà, de l'infini jusqu'à l'infini, etc., etc. L'essentiel, c'est que je considère qu'il est périodique, mais de période infinie. Alors, comment on va-t-on obtenir ça? Eh bien, on va jouer sur ça, avant de passer directement à l'infini, on va jouer sur la valeur de cette période. C'est-à-dire, j'ai ce signal-là, j'ai augmenté t, et c'est t petit, là j'ai augmenté t. Donc si j'augmente t, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, j'ai diminution de cet espace-là. Voilà, de la fréquence f0. Et plus j'augmente t, plus les raies vont être serrées. Voilà. Et à la limite, quand t tend vers l'infini, ça veut dire la fréquence t tend vers l'infini, donc f tend vers 0, et bien ça veut dire que les raies vont être juxtaposées. Autrement dit, je vais avoir des raies collées l'une sur l'autre, c'est-à-dire j'obtiens une fonction continue. Voilà. J'obtiens un spectre continu. Alors, transformation de Fourier.
soit f de t, une fonction non périodique, la transformation de Fourier de cette fonction est donnée par la relation suivante, en supposant bien sûr toutes les considérations sont réalisées pour l'obtention de la transformée de Fourier. Alors par définition, S de f, c'est-à-dire c'est la transformée de Fourier de S de t, et bien par définition elle est égale à l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de S de t exponentielle moins j de pi ft dt. De transformer inverse, c'est-à-dire quand je vais du domaine temporel, voilà, pour obtenir le domaine fréquentiel. Et si je suis dans le domaine fréquentiel, là, et bien voilà, pour passer au domaine, si je suis dans le domaine fréquentiel, voilà pour passer au domaine temporel, c'est-à-dire l'intégrale de S de f, etc. Exemple, supposons qu'il s'agit de la fonction rectangle. Voilà. Il est défini entre moins tau sur 2 et tau sur 2 et d'amplitude A. C'est-à-dire, voilà, rectangle de t est égal à A si t appartient à cet intervalle, et bien égal à 0 ailleurs, c'est-à-dire en dehors de cet intervalle. La transformée de Fourier de ce signal est, et bien tout simplement, je vais prendre, appliquer je vais mettre S de t ici, je le remplace par cette valeur-là. Voilà. C'est-à-dire 2, puisque elle est nulle en dehors de cet intervalle-là, donc je mets directement intégrale de moins tau sur 2 jusqu'à tau sur 2 de S de t, c'est-à-dire de A, voilà, et bien je vais obtenir la valeur suivante, que je peux arranger. Il saute aux yeux que cette expression exponentielle moins le tout sur 2j, et bien c'est A tau sinus pi f tau, voilà, qu'on appelle A tau sinus cardinal de pi f tau. Voilà. Donc, pour ce signal rectangle, voilà le spectre qui est une fonction continue en fonction de la fréquence. Alors maintenant, les propriétés de la transformée de Fourier. Si à S de t, défini dans le domaine, le signal défini dans le domaine temps correspond à S de f, c'est-à-dire sa transformée de Fourier, eh bien, on a la linéarité, ça veut dire, si j'ai alpha S de t plus bêta R de t, eh bien, d'après la linéarité, je vais obtenir alpha S de f plus bêta R de f. La translation, ça veut dire si à S de t correspond S de f, eh bien si maintenant j'ai S de t décalé, c'est-à-dire cette fonction, ce signal retardé, eh bien ceci se traduit par, c'est-à-dire c'est le S de f du signal en question que multiplié par cette fonction qui signifie le retard ou bien le décalage du signal. La même chose lorsque je suis dans le domaine fréquentiel et que je décale mon spectre S de f, je le décale de f0, et bien ça se traduit au niveau temporel par la fonction S de t que multiplié par ce terme qui signifie un décalage temporel. Là, c'est un décalage fréquentiel. Alors, la conjugaison, et bien ça veut dire, voilà, le conjugué de S de t est égal au conjugué de S2 moins f. La dérivation, ça veut dire que quand on dérive une fois S de t, ça revient à multiplier S de, dans le domaine fréquence, à multiplier par J de pi f. Et si vous dérivez n fois, et bien donc ça revient à multiplier S de f par J de pi f à la puissance n. Autant 2 fois, 20 fois vous dérivez, donc vous allez multiplier par ce terme à la puissance 20 que multiplié par S de f. Dilatation S de AT avec A différent de 0, plus vous dilatez votre signal temporel, et bien plus vous allez avoir contraction dans le domaine fréquence. On va voir des exemples. Et puis vous avez la convolution, parce que ça facilite le calcul. Lorsque dans le domaine temporel vous avez un produit de convolution, vous pouvez vous en passer de la convolution en passant au domaine fréquentiel. La convolution, le produit de convolution devient un produit simple, vous faites votre calcul et après vous pouvez revenir par transformée inverse.
La même chose, si vous avez un produit normal dans le domaine temps, eh bien, il se traduira par une convolution dans le domaine fréquentiel. Voilà, par exemple, là, vous avez ici une fonction rectangle. Voilà sa transformée de Fourier. Et voilà l'expression de S de F. La même chose, si maintenant je prends dans le domaine temps une fonction de ce type-là, de cette forme-là, voilà, elle est là, ben je vais obtenir dans le domaine fréquence un spectre qui a cette forme-là avec la fonction S de t égale. Si maintenant j'ai ici une constante, la fonction est constante, ça veut dire que j'obtiens une raie dans le domaine fréquence. Voilà. Alors, voilà maintenant la constante. On va voir la dilatation. Vous avez une constante, vous avez dans le domaine temps, ça veut dire c'est le fs de t. Il est égal à 2 moins l'infini, a plus l'infini est égal à une constante. Et bien quand vous calculez la transformée de Fourier, vous allez trouver que c'est une raie. Voilà, delta. Si maintenant je prends une impulsion rectangulaire de cette forme-là, et bien je vais obtenir cette forme-là. Et plus j'élargis cette impulsion-là, donc toute dilatation dans le domaine temps devient une contraction dans le domaine fréquence. Pour la noire, elle est là, voilà son spectre. Lorsque on va la dilater, et bien il va passer à cette couleur-là, ça veut dire, et bien cette courbe-là, ce spectre va devenir celui-là. Donc plus je dilate ici, plus il y a contraction ici. Et puis le signal triangle, voilà, avec comme fonction spectre, c'est un sinus au carré. Et vous pouvez contracter, par exemple, si on contracte, ça veut dire on diminue cette largeur-là. On vient là, voilà, un petit triangle comme ça. Ça veut dire que la fonction a subi une contraction. Et bien, cette fonction, elle va se dilater et elle va faire comme ça là. Elle va devenir plus large. Et plus je contracte, plus elle s'élargit. Et à la limite, si j'arrive pas avec ce point-là, et ce point-là, ça veut dire que je me trouve tout simplement avec une raie. Et bien celle-là, elle va se dilater de manière à avoir une valeur constante. Ça veut dire, à la fonction delta, la transformée de Fourier, c'est une valeur constante, chose qui est bien connue. Alors maintenant, la double représentation du signal. Donc voilà, signal périodique. On a dit la décomposition série de Fourier nous donne les amplitudes des SI. Fonction continue, la transformée de Fourier nous donne la fonction spectrale, qui est une fonction continue. Alors ces deux représentations sont rigoureusement équivalentes. Ça veut dire, voilà, c'est-à-dire que ce signal-là, présenté comme ça ou présenté comme ça, c'est la même chose. Le spectre est utilisé comme le signal. Alors maintenant, c'est une question de langage. Parler en temps d'un signal dans le domaine temporel, c'est parler en fréquence dans le domaine fréquentiel. Maintenant, dire que le signal est rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire bande large. S'il est rapide, c'est que il y a beaucoup plus de fréquences, et particulièrement en haute fréquence. Ça veut dire bande large. Signal lent, voilà, ça veut dire bande étroite. Ça veut dire il y a peu de fréquences. Maintenant, le théorème de Parseval, c'est-à-dire pour parler de l'équivalence des deux représentations. L'énergie totale d'un signal ne dépend pas de la représentation choisie fréquentielle ou temporelle. Ça veut dire lorsque vous avez ce signal, ou bien celui-là, il a une certaine énergie. Et bien, si vous le regardez dans le domaine fréquentiel comme ça, et bien, cette représentation, il a la même énergie. C'est-à-dire, l'énergie dans le domaine temps est égale, pour le même signal, est égale à l'énergie dans le domaine fréquence. Alors, ce théorème de Parseval s'annonce de la manière suivante. L'énergie totale du signal, ça c'est une densité d'énergie, densité temporelle. Donc, de moins l'infini plus l'infini, t égale à la somme de toute l'énergie temporelle. Et bien, c'est une densité spectrale dans le domaine fréquence. Donc, là,
l'énergie totale dans le domaine temps est égale à l'énergie totale dans le domaine fréquence. Ça veut dire qu'il y a égalité et ce n'est pas la représentation qui va changer le signal. Alors si S de t est périodique, donc on a vu ça de manière générale pour une fonction continue à l'aide de la fonction, à l'aide de la transformée de Fourier. Maintenant, on va prendre le cas d'un signal périodique. Si j'ai S de t un signal périodique, ça veut dire qu'il peut se mettre sous cette forme-là. Voilà le signal périodique. La décomposition va nous donner ce spectre-là, avec AN égale et BN égale. Eh bien, le théorème de Parseval qui nous parle de la conservation de l'énergie, voilà, il est énoncé de la manière suivante. L'énergie temporelle, voilà, totale, est égale à l'énergie spectrale, c'est-à-dire l'énergie, parce que l'énergie, ici, c'est l'énergie totale du signal temporel, cette énergie, cette énergie, elle se trouve répartie, chaque ray suivant sa valeur. Cette énergie se trouve répartie sur ses composantes spectrales. Donc l'énergie totale là, dans le domaine de temps, est égale à la somme des énergies qui se trouvent dans les composantes. Si maintenant S de t, le signal est périodique et non périodique, voilà, c'est-à-dire une fonction continue, eh bien, il va me donner un spectre, une fonction spectrale continue, et bien voilà, l'énergie totale dans le domaine de temps est égale à l'énergie totale dans le domaine fréquence. C'est ça le théorème de Parseval. Alors maintenant, on va faire une application très intéressante. Alors le courant dans une résistance de 40 ohms est I égale à 20 exponentielle moins 2t U de t. Multiplié par I de t, ça veut dire que voilà, on a un signal causal qui commence à t égale 0. Quel est le pourcentage de l'énergie dissipée dans la résistance provenant de la bande oméga, compris entre 0 et 2 racines de 3 radians par seconde, ou bien son équivalent en Hertz. Alors vous avez une résistance, vous lui envoyez un signal, c'est-à-dire un courant électrique de cette forme-là, et bien sûr, ce signal temporel qui est le courant électrique, il a un spectre, c'est-à-dire il a une fonction spectrale. Donc S de t est égal à 20 exponentielle moins de t et de t, il est là. Et bien, si vous prenez le spectre de S de t, vous allez obtenir S de f égale à cette expression. Soit, en simplifiant par 2, sous cette forme-là. Oméga 0 égale 2. Donc, voilà la représentation de cette fonction-là. C'est moins 1, 0, 1, etc. Et bien maintenant, il nous demande, l'intérêt de cet exercice, c'est de trouver l'énergie qui correspond à une bande de fréquence de ce signal-là. Si c'était l'énergie totale, on va calculer l'énergie totale sans problème, que ce soit dans le domaine de temps ou bien dans le domaine de fréquence. Mais maintenant, on vous demande, dans une bande, par exemple, de là jusque là, quelle est l'énergie du signal correspondant à cette bande. C'est ce qu'on va voir. Eh bien, le courant dans une résistance, voilà. Alors, d'après le théorème de Parseval, qu'est-ce qu'on a? L'énergie totale temporelle est égale à l'énergie totale fréquentielle. Alors, dans le domaine de temps, l'énergie totale dissipée est, dans la résistance, c'est R I carré de T. Donc, c'est la somme de 0 jusqu'à l'infini de cette énergie-là. Ça veut dire qu'on va se trouver avec 4000 joules. Dans le domaine fréquentiel, l'énergie totale dissipée, eh bien, c'est, d'après l'expression là, donc ça fait 20 qui est R fois le reste qui est l'énergie, qui correspond à I carré dans le domaine fréquence, voilà, eh bien, on obtient ce résultat-là, tout calcul fait, on obtient 4000 joules. Ça veut dire, calculé dans le domaine temps ou bien dans le domaine fréquence, on trouve le même résultat. L'énergie est la même. Alors maintenant, l'énergie dissipée dans la résistance provenant de la bande 0 jusqu'à 2 racines de 3 radians par seconde, eh bien, c'est quoi? C'est tout simplement, on va calculer, au lieu de calculer de 0 jusqu'à l'infini, on va calculer à l'aide
dans le domaine spectral, mais l'intégrale de 0 jusqu'à 2 racine de 3. Tout à l'heure, c'était 0 jusqu'à l'infini parce qu'on veut calculer l'énergie totale. Maintenant, il nous précise la bande, donc je vais calculer de 0 jusqu'à 2 racines de 3. Et bien, tout calcul fait, ça va me donner 2666,67 joules. Le pourcentage de l'énergie totale dans cette bande, eh bien, il représente 66,67%. C'est-à-dire, lorsqu'on vous demande de déterminer l'énergie provenant de la bande 0, 2 racines de 3, et bien, dans ce lieu de bande là, ça correspond à, et puisqu'on travaille avec log oméga 0, oméga 0, c'est tout simplement, on vous demande de déterminer, dans ce cas-là, l'énergie des valeurs inférieures jusqu'à 0,24. Et c'est ça qui nous donne cette valeur-là. Voilà. Alors maintenant, transformer de Laplace, qui est c'est un outil mathématique très puissant, puisqu'il permet de résoudre beaucoup de problèmes et de faciliter la résolution de beaucoup d'équations. Alors, on considère une fonction réelle s de t telle que s de t est égale 0, et que la fonction est nulle, c'est-à-dire j'ai un signal causal, une fonction causale. On appelle transformer de Laplace de s de t, on l'appelle s de p, tel que, voilà, f de p égale intégrale de 0 à l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. Avec p égale à, c'est une fréquence, on va l'appeler fréquence complexe, est égale à sigma plus i oméga. Alors, la transformée inverse est la suivante. F de t est égal à 1 sur j de pi, intégrale de 0 à l'infini, mais cette fois, c'est f de p, ept, dt. Pourquoi utiliser la transformée de Laplace? Eh bien, il permet de simplifier les calculs de convolution. Quand vous avez un calcul de convolution, vous n'avez qu'à prendre la transformée de Laplace pour obtenir un produit normal entre deux grandeurs. Très utilisé dans l'analyse des circuits. Il permet l'algébrisation des équations intégro-différentielles. Très utile pour le design des filtres analogiques, etc. Intervient dans la résolution d'équations et de systèmes différentiels, et tout particulièrement aujourd'hui en électricité, électronique, théorie de la chaleur, etc. Alors, propriété de la transformée de Laplace, donc toujours le même problème, linéarité, voilà, conservation de la linéarité, dérivée. Alors tout à l'heure, quand il s'agissait de la transformée de Laplace, on a dit dérivée, c'est multiplié par j de pi f. Et bien maintenant, dérivée, ça revient à multiplier par pi. Vous avez, si à f de t correspond la transformée de Laplace f de p, et bien dérivée f de t, ça revient de remettre de Laplace à multiplier par p. Si ça s'arrête là, si les conditions initiales sont nulles, ça veut dire que votre système est relaxé, il n'y a pas de conditions initiales. S'il y a des conditions initiales, eh bien, moins f de 0 moins, et là, etc. L'intégrale, eh bien, intégrer la fonction f de t dt, ça revient à diviser sa transformée de Laplace par p. Donc, multiplier par p, c'est une dérivation, divisé par p, c'est une intégration. Retard temporel, donc si vous avez à f de t correspond à f de p, et bien f de t moins taux, c'est-à-dire f de t décalé, et bien ça revient à f de p que multiplié par ce terme de correspondant au retard, au décalage. La convolution, la même chose, quand vous avez un produit de convolution, et bien la transformée de Laplace va vous le rendre comme étant un produit normal. Théorème de la valeur initiale, c'est-à-dire limite de p, f de p compétant vers l'infini, est égal à quoi? Est égal à 1 limite de f de t quand t tend vers 0. Si vous avez une fonction f de t, vous cherchez sa limite quand t tend vers 0 plus, et que vous avez des difficultés, il suffit de calculer sa limite de p, f de p compétant vers l'infini. Et la même chose pour le théorème de la valeur finale, vous avez limite de p, f de p compétant vers 0, est égal à la limite f de t quand t tend vers l'infini. Cette expression est beaucoup plus utilisée parce que généralement, on cherche la limite lorsque d'un signal ou bien d'une fonction lorsque t est très grand.
Dans ce cas-là, si on dispose de f de p, il suffit de calculer la limite de p f de p quand p tend vers 0. Alors, quelques exemples de transformés de la place. Vous avez l'impulsion de Dirac, transformé égale à 1. L'échelon unité, eh bien, c'est 1 sur p. Si l'échelon a une amplitude k, je vais obtenir k sur p. La fonction rampe unité, donc c'est 1 sur p carré. Si j'ai at, voilà, eh bien, je vais avoir a sur p carré. L'exponentielle causale, c'est-à-dire qui commence à 0, voilà, eh bien, ça nous donne la transformée de la place de cette fonction exponentielle, ben ça va me donner 1 sur p plus a. Alors, maintenant, lorsqu'il s'agit de la transformée de la place d'un signal périodique, voilà par exemple là, un signal périodique, soit le signal S de t tel que S0 de t égale à S de t entre 0 et t. Et S de t est égal à 0 ailleurs. Autrement dit, ça c'est un signal périodique. D'accord? Alors, on veut calculer sa transformée de la place. Et bien la règle dit la chose suivante. Vous avez votre signal périodique, au lieu de calculer pour tout le signal, vous prenez une période. L'une des périodes là, une période, voilà, S0, là, la première. Vous prenez sa transformée de la... Donc, le signal entier s'appelle S de t. Cette partie du signal, une période, on va l'appeler S0 de t. Eh bien, vous calculez la transformée de la place de S0t, si F0 de P, la transformée de S0t, voilà, eh bien, dans ce cas-là, la transformée de la place de tout le signal périodique, c'est F0 de P, c'est-à-dire la transformée de la place d'une période divisée par 1 moins exponentielle moins pt. Par exemple, prenons ce cas-là, un signal rectangulaire là. On veut calculer sa transformée de la place. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? On prend juste une période, par exemple celle-là, cette période-là, elle est là, et bien on va calculer sa transformée de la place, S0 de P. Voilà, S0 de P. Et bien maintenant qu'on a S0 de P, on applique cette règle-là. F de P égale S0 de P divisé par 1 moins exponentielle de P, voilà ce qui nous donne. Ça veut dire, voilà le résultat, la transformée de la place du signal périodique. Voilà, sur ce se termine cette deuxième partie. En attendant la troisième partie de ce cours sur le signal, merci pour votre attention et à la prochaine.